Et salut à tous, c'est Nitnerok. On se retrouve encore pour ouvrir un display de My Hero Academia Card Game. Alors cette fois, c'est Crimson Rampage. C'est donc le set 2. Donc, on va retrouver certains personnages du premier set dans ce même set, donc avec des renforts ou alors une forme alternative du personnage. Mais on va aussi avoir de nouveaux personnages et aussi des nouveaux vilains. Vous avez vu que dans le set 1, on est très concentré sur les gentils. Euh, Dans le set 2, c'est pareil. Il y a beaucoup plus de gentils pour l'instant qui sont annoncés. Euh, mais il y a Stain dedans, donc j'ai déjà monté mon deck Stain, puisque voilà, j'ai commencé le jeu avant de commencer à faire ces vidéos. Euh, c'est un deck que j'adore. Donc, on va aller à la pêche aux cartes pour compléter les collections et s'ouvrir de nouvelles possibilités de build et créer plus de decks sur des personnages que j'ai pas encore forcément travaillé ou que j'avais pas forcément envisagé quand j'y allais tranquillement, on va dire, sur Hero Academia. Alors l'autre fois, j'ai pas trop pris le temps de parler du texte des cartes parce que j'étais plutôt concentré sur vous présenter le jeu en lui-même. Là, je prendrai peut-être un peu plus de temps pour vous parler des mots-clés, voilà, de faire un tour d'horizon un peu différent. Alors, tac, ici, une XR incluse directement dedans, donc Dark Shadow Dive. Euh, les XR, comme je vous ai dit, c'est une version foil des cartes dans d'autres raretés. Hop. Donc normalement, cette carte n'est pas foil. Et donc ici, en cadeau, une petite XR offerte Dark Shadow Dive. Alors, encore une fois, deux Quirk Pack. J'en ai un troisième qui a été offert en fait dans la commande que j'ai passée. Donc on va commencer par les petits Quirk Pack qui sont donc des cartes promo qui ne se trouvent pas dans les boosters. Et un Sugar Rush Power Up. Alors pour rappel, ici on a la difficulté, un check et un bloc. Donc là, un bloc 1 plus rouge, c'est vachement bien parce que c'est très très bas et donc ça permet de bloquer des attaques hautes, donc rouges, ou des mids en prenant la moitié des dégâts. Et donc on a ici deux hands, une pendant notre attaque et une qu'on peut jouer pendant n'importe quelle attaque. Hop. Allez, on continue. Du coup, celle-ci, c'est celle de la boîte. Nous avons ici un Invincible Clasp. Difficulté 4, en check 3, c'est une 3 rouge pour 3 dégâts avec un bloc rouge 2. Alors, Throw, c'est un mot-clé bleu. Hop, je vais me rapprocher un peu. Voilà, donc les mots-clés bleus, on va dire que c'est des sortes d'effets passifs qui n'ont pas de déclenchement. Donc, Throw, ça veut dire que même si cette attaque est complètement bloquée, donc par un bloc rouge, elle infligera quand même la moitié des dégâts. Donc, comme si elle avait été bloquée avec un bloc orange. Elle a une lance. Donc pendant que je joue cette attaque, il y a un système où chacun son tour avec notre adversaire, on va activer une lance, j'en active une, t'en actives une, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on passe tous les deux consécutivement. Si je passe, que l'autre fait une lance, je peux recommencer à faire des lances, et ainsi de suite. Dès qu'on s'arrête tous les deux, paf, on résout la phase de bloc, puis les dégâts s'il y en a. Donc pendant la lance, je peux pour cette attaque, perd 2 de santé sur mon perso, et cette attaque gagne 3 dégâts. Donc ça devient une 3 de speed pour 6 dégâts. En throw, donc ça veut dire que au minimum, je ferai 3 dégâts. Donc response, donc quand donc c'est ici c'est after you reroll play a non-character arms during this attack cancel it. Donc en gros je vais discard un momentum. Donc le momentum c'est une zone on va dire sous notre personnage où on place les attaques qui ont réussi à faire des dégâts. Donc pendant que je joue cette attaque, si mon adversaire joue une ins
Non-character. Ouais, c'est ça. Une lance qui n'est pas sur son personnage pendant le hand step, donc de Invincible Clasp. Je peux défausser une carte de mon momentum, donc une attaque qui s'y trouve théoriquement, dans ma défausse pour annuler lance active. Donc ça c'est une réponse, donc ça prend pas mon lance. Donc non seulement j'annule la lance adverse, mais en plus je vais reprendre la main sur les lances. Et une fondation qui est Advice for Winner. Excellent ça. Advice for Winners, donc 2-5, bloc 3 rouge, donc pas terrible. Et donc il a un effet, donc quand il est dans notre stage, donc comme quand on la build, on peut le flip, donc on va le retourner face cachée, on ne pourra plus faire son effet, donc c'est un coup. Et en fait quand on check un 3 pour jouer une carte, donc ça peut être pour bloquer, ça peut être pour jouer une fondation, un asset, une action, une attaque, n'importe quel type de carte. Donc si on check un 3 imprimé, eh ben on peut recheck. Parce que souvent, 3 c'est synonyme d'échec sur les attaques, par exemple. Ou alors si on a déjà plusieurs cartes dans le card pool, eh ben on peut dire bon bah celui-là c'est bon, tant pis il est raté, mais je recheck, j'ai une nouvelle chance de faire passer ma carte. Parce qu'un échec de check, ça met fin à notre tour. Donc c'est une carte qui est vraiment pas mal pour donner une nouvelle chance. Voilà, comme je vous disais dans l'ouverture de display précédente, le côté aléatoire, on va dire, de ces checks peut faire vraiment peur parce qu'on meule notre deck vraiment vite. Euh, En soi, il y a plein de solutions pour sécuriser nos passages de cartes avec des checks optimisés voilà, ou des nouvelles chances. Donc voilà, faut pas être bridé par voilà, ce facteur chance parce qu'on a vraiment une influence dessus. En tout cas, on peut faire en sorte d'avoir une influence dessus. Du coup, ça, je l'avais pas forcément mentionné, mais quand notre deck est vide, on n'a pas automatiquement perdu. En fait, on va prendre notre défausse, on va la remélanger. On va bannir les 10 premières cartes de notre pioche et on rejouera avec cette nouvelle pioche. Et c'est si on ne peut pas bannir 10 qu'on a perdu. Donc en soi, notre deck il peut tourner 2, 3 fois avant qu'on perde à la meule, on va dire. Donc souvent, ça va se jouer au point de vie. Euh, Sachant que les decks n'ont pas de limite de cartes, hein. Vous pouvez faire des decks de 70 cartes, c'est d'ailleurs assez courant qu'un deck ait entre 60 et 70 cartes. Il y a des decks de 50 cartes qui tombent très très bien, hein. C'est pas du tout punitif d'avoir un petit deck. Euh, Bien au contraire, vous pouvez bien sûr jouer sur l'optimisation si vous êtes très axé statistique en disant non, 50 c'est 50, hein, il y en a, c'est pas grave. Mais voilà, vous pouvez faire des decks de 70 cartes, c'est pas une aberration dans ce jeu. Hop. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pas trop abîmer mes boosters parce que j'ai pas trop fait gaffe sur l'ouverture du premier set, mais les paquets de boosters, en fait, vous pouvez les renvoyer à Jasco. Ça va vous créditer des points sur votre compte officiel de My Hero Academia et vous pouvez échanger ces points contre des promos. Voilà. Donc, dans l'idée, on essaye voilà, de pas trop bousiller les boosters. Alors, je sais pas trop exactement quelle est la condition, s'ils doivent être en un morceau. Euh, mais bon, on fera de notre mieux, et puis ce qui pourra être envoyé sera renvoyé, et le reste, tant pis. Alors, Making a Stand, donc c'est Shoto, qui a deux effets. Donc une hint qui dit que notre stun gagne, une attaque avec stun gagne 1 de dégâts. Donc stun, ça sert à incliner les fondations adverses, ça évite qu'il utilise les effets qu'il y a dessus, car une carte inclinée ne peut plus faire ses effets, ou alors qu'il réussisse des checks en inclinant ses fondations. Et une hint flip, donc du coup on ne pourra plus utiliser la seconde, notre adversaire discarde un momentum. Alors c'est des effets qui sont plutôt forts, je trouve, de défausser les momentum adverses, parce que ces momentum, donc c'est les attaques qui ont réussi, comme je vous ai dit, on les place dans le momentum une fois qu'on a fini notre combat de phase. On peut l'utiliser pour certains mots-clés. Et du coup, voilà, on supprime en gros une ressource adverse. Alors ici, on a une 2 rouge pour 5 dégâts, avec une ins limitée à Shinzo, c'est-à-dire que cette ins, on ne pourra l'utiliser que si on joue Shinzo comme personnage principal. Et ça permet du coup de changer la zone de cette attaque. Et notre prochaine attaque gagne 2 dégâts. Donc si vous jouez avec Shinzo, vous avez cet effet. Si vous jouez cette carte en dehors d'un deck avec Shinzo, vous avez une ins qui dit que si cette attaque n'est pas bloquée, votre adversaire défausse une carte. Ah, Challenging the Fakes.
J'aime beaucoup cette carte. Bon, bah déjà parce qu'elle se joue dans Stain. Donc elle a une 1 flip, donc on la retourne. Donc l'avantage de flip, c'est qu'elle n'est pas commit. Donc commit, c'est le fait de l'incliner. Ça veut dire que je peux faire son 1 et l'utiliser le même tour pour l'incliner, pour payer un coup d'effet. Flip, donc ça c'est un effet qui est défensif. Je réduis de 1 dégât l'attaque adverse. Donc je prendrai un dégât de moins. Et si cette attaque n'est pas bloquée, donc souvent je prévois de ne pas bloquer l'attaque, le prochain check de mon adversaire pour une attaque ce tour aura -2. C'est-à-dire que la valeur du check est réduite de 2, donc pour lui c'est plus compliqué de passer son attaque. Donc souvent, soit ça freine un peu, soit il a ce qu'il faut pour passer, mais du coup, il sera obligé d'incliner des fondations. Soit, s'il voit que son check échoue et que ça lui coûte trop cher, il peut choisir d'échouer le check. Sauf que, comme c'est précisé sur cet effet, s'il choisit d'échouer le check, ça n'arrête pas sa combat phase comme s'il avait échoué un check habituellement en jouant ses cartes à la régulière. Donc ça permet en gros de bloquer un peu l'adversaire, mais c'est pas enfin c'est pas trop punitif non plus. Euh, Parce que il a toujours la possibilité de dire bah, tant pis, j'ai tenté ma chance, je peux continuer. Zoom, ah, c'est une carte que j'aime beaucoup, donc si vous jouez dans un de ces domaines, euh, notamment en Hall, je vous le conseille. Donc vous pouvez très bien ne pas jouer en Hall, mais pour utiliser la réponse, donc la response de Zoom, il faut que votre personnage ait le logo Hall. Donc je peux jouer par exemple un personnage en life. Si mon personnage a aussi Hall, même si j'ai build en life, je pourrais utiliser la réponse. Donc la réponse c'est au début de notre combat phase, donc avant de jouer nos premières. Donc on a refait notre main à ce stade-là, donc on a pioché nos cartes. Mais avant de jouer notre première carte, on va regarder la première carte de notre deck, on va la révéler et on la repose. Mais du coup, on connaît notre premier check et je trouve ça vraiment incroyable. Parce que du coup, on sait sur quoi on peut s'engager, s'il vaut mieux commencer une petite fondation pour essayer de passer des attaques après, ou si on peut y aller franco avec une bonne attaque. Ça paye pas de mine, mais toujours comme je vous le dis, voilà, sur le côté aléatoire du check, on peut vraiment sécuriser le truc en fonction bien sûr des domaines dans lesquels on joue. Mais Zoom, moi c'est un petit truc que j'aime bien avoir dans le deck. Tailstream Jab, High Value Target. Alors, très sympa aussi pour son effet passif. Donc, ici, vous voyez, il n'y a pas de mot-clé, donc c'est un effet qui est passif. Quand on incline, donc when commenting cards to pass a check, donc quand on veut passer un check pour jouer un bloc, donc quand on défend, on peut incliner celle-là pour 2. C'est-à-dire que si je fais un check et qu'il me manque 3, je peux incliner High Value Target et une autre carte et ça passe, parce que ça, c'est 2. Mais seulement en défense. Voilà, ça sert pas à agresser. Par contre, de manière défensive, c'est super top. Stain, ah bah, voilà donc le personnage que je joue, on va dire principalement dans Crimson Rampage. Euh, donc 29 de santé, donc c'est vraiment pas mal comme statistique. Une main de 6, donc du coup c'est la valeur plutôt moyenne. Je crois qu'il y a 5, 6 et 7 en main. Je crois pas qu'il y ait d'autres valeurs actuellement. Donc moi je le joue en Hall. Après c'est un choix, donc c'est ce qui me permet par exemple de jouer Zoom et de sécuriser mes checks, comme je viens de vous l'expliquer. Donc son arme c'est mes attaques weapon, donc les attaques qui ont le mot-clé weapon, donc bien sûr mon deck est basé là-dessus, gagne 1 de speed, donc plus dur à bloquer. Et si elle fait des dommages, mon adversaire perd 1 de santé. Donc c'est vachement bien, parce qu'en gros c'est comme si j'avais plus 1 dégât si mon attaque passe. Donc du coup, voilà, c'est un bonus de dégâts en soi, mais c'est un dégât d'effet. Et surtout, c'est un dégât qui peut tuer. Parce qu'il y a pas mal d'effets qui disent bah, faites perdre 1 dégât à votre adversaire. Enfin, faites perdre 1 de santé, infligez 1 dégât. Mais cet effet ne peut pas réduire en dessous de 1 la vie de votre adversaire. Et bah ça, si, parce qu'il n'y a, a pas cette contrainte. Et du coup, il y a une réponse qui demande de commit votre personnage, donc vous l'inclinez. Le personnage peut être incliné donc, pour passer les checks, comme une fondation. Et souvent, sinon, ils peuvent être commit pour leurs effets. En l'occurrence, ici, c'est une réponse. Quand mon adversaire fait un check pour jouer une carte, donc ça peut être bloc, fondation, asset, n'importe quoi, action, je peux l'incliner et mettre -3 sur le check. Donc un peu dans la même idée que Challenging the Fakes, je peux mettre -3. Et mon adversaire peut choisir du coup soit de payer le coup pour faire passer son check, sachant que je vois le check avant de choisir si je le fais ou pas. Donc il dit je joue cette carte, il check, ça peut réussir ou ça peut déjà foirer, et je peux soit empirer le check, soit dire bah tu foires. Et
lui, il va soit incliner 3 ou 2 en fonction de combien il perd pour faire passer son check. Mais s'il échoue son check, ça arrête pas sa combat phase. Voilà, exactement comme Challenging the Fakes, mais en 3, en -3. Et par contre, pour pouvoir bénéficier de cet effet de réponse, mon adversaire doit avoir perdu au moins un santé. Voilà, c'est le côté cool que j'aime dans ce jeu, c'est roleplay, c'est-à-dire que Stein, il faut qu'il ait ingurgité du sang adverse pour le paralyser, et donc c'est exactement ça. Si tu as été blessé, je peux te gêner. Et on commence avec une petite rare Finishing Blast pour Bakugo, donc 3 en speed mid, 4 dégâts. Donc c'est une Fury Range Powerful 2. Alors, Powerful, c'est une des capacités qui utilise le momentum. Donc les cartes d'attaque qui sont allées dans le momentum. Quand on a Powerful 2, on peut défausser autant de momentum qu'on veut. Et on va augmenter nos dégâts de la valeur de Powerful pour chaque momentum défaussé. Donc ici 2. Si je défausse 2 momentum, je gagne 4 dégâts. Et donc combo Fury, donc combo, si la carte précédente est une Fury, je peux activer la combo 1. Ici, mon adversaire flippe une Ready Foundation, donc une fondation qui n'est pas inclinée, il la flippe. Et par contre, c'est mon adversaire qui choisit. Mais ça reste quand même des effets très forts. Et sinon, en hand standard, on va dire, si j'ai joué la capacité Powerful de cette attaque, donc en gros, si j'ai activé Powerful en défaussant au moins un momentum pour gagner des dégâts, je peux gagner 2 de speed. Donc je vais devenir une 5 avec 4 plus mon Powerful. Donc c'est une petite rare bien sympathique. Allez, c'est parti, on enchaîne. Hop. Hop. Alors, Piercing Descent, qui a une combo à 1 seulement, donc en weapon, donc c'est chez Stain, qui fait perdre 1 de santé à votre adversaire si elle fait au moins des dégâts et elle gagne 2 dégâts. Du coup, en combo avec Stain lui-même, on peut faire des dégâts de l'attaque plus de dégâts par les effets. Je trouve ça trop bien. Tutoring Kirishima. Voilà, encore un powerful, un combo lié à un domaine, donc ici en death. Hop, donc c'est une carte de Bakugo. Downward Frostpike pour Shoto. Donc c'est une 3 basse en speed, donc low, 4 de dégâts, punch slam. Announce your next punch or range attack gets plus 3 damage. Donc en gros, ma prochaine attaque, si c'est une range ou une punch, je mets plus 3 dégâts. Donc voilà, c'est vraiment voilà, ce système qui permet d'enchaîner les cartes et donc d'essayer d'anticiper l'adversaire et en même temps, nous de notre côté, d'anticiper nos prochaines attaques pour enchaîner et faire des combos de plus en plus puissants. Et donc on a ici une Dreadlock Enhance. Je vous en avais pas parlé avant, donc je vais vous en parler maintenant. Donc cette carte gagne Stun 2, donc Stun 3, pardon, ce qui est incroyable. Donc Stun, c'est une sorte d'étourdissement, donc on incline des fondations adverses. Et là, c'est l'adversaire qui choisit. Mais du coup, on va lui dire, bah, tu choisis 3 de tes fondations et tu les inclines. Donc c'est très très fort. Mais une Dreadlock Enhance, qu'est-ce que c'est? En soi, c'est assez rare de désactiver parce que l'adversaire fait attention à ne pas passer en dreadlock, comme on dit. Euh, Vous passez en dreadlock quand votre adversaire a plus que 10 fondations. Dès qu'il a 11 fondations, vous passez en dreadlock et vous pouvez activer vos dreadlock en sinon, vous ne pouvez pas. Donc, on essaye souvent de jongler pour pas avoir trop de fondations. Après, avoir beaucoup de fondations, bah, ça permet d'avoir plein d'effets à disposition ou d'avoir plein de ressources pour les incliner et passer les checks. Mais voilà, c'est souvent une menace, c'est une épée de Damoclès qui pèse sur l'adversaire. Et si jamais il est forcé à build pour se défendre, et bah, vous avez de quoi l'aligner derrière, le punir d'avoir été trop gourmand en ressources. League Interview, First Form. Alors ici, une forme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de jouer une carte ou un effet qui a forme. Alors une carte, par exemple une attaque, c'est une forme. Une fondation, c'est une forme. Ici, quand j'ai déjà build League Interview, donc elle est dans mon stage, en first form, donc il faut que ce soit le premier effet que je fais pendant mon tour, je vais faire ça. Voilà. Donc c'est le premier truc que je dois faire chaque tour. Et en l'occurrence, ici, je discard the top 2 cards of my deck, donc je me meule de 2 cartes. Et le prochain check que je fais pour play une attaque,
gagne 1. Donc en gros, je dis bah je discarte 2 au tout début, et après je joue une attaque, et j'ai plus 1 sur mon check. Voilà, ça permet de faciliter ma première attaque. Elle a une réponse flip, donc on perdra le first form si jamais on la flip. Après avoir fait un check pour bloquer mon check à plus 1. Donc si je vois que je foire de 1 mon check, je peux dire bon bah tant pis, je flippe mon league interview et, et mon check passe. Alors, une capacité ici qu'on ne connaît pas, Breaker 1, vert, donc comme je vous ai dit, c'est des sortes de, c'est des réponses, les verts, c'est quand il se passe quelque chose. Ici, Breaker 1, c'est quand vous avez utilisé cette carte pour bloquer, donc ici avec un bloc rouge de plus. Si vous réussissez votre bloc, la difficulté de la prochaine carte, donc pas forcément une attaque, hein, ça peut être une fondation, une action, de la prochaine carte jouée par votre adversaire, elle, eh bien, elle a une difficulté de plus 1. Voilà, ça permet de breaker, donc de briser l'enchaînement adverse. Intimidating Presence, Go for the Win. Ici, une forme, donc pas une first form, donc c'est pas forcément la première carte que vous jouez dans le tour, mais voilà, une forme, donc vous pouvez la jouer au lieu de jouer une attaque. Si une action, comme par exemple ici, Sugar Rush Power Up, n'a pas de forme, c'est des ins, c'est-à-dire que je peux pas jouer une action comme ça. En gros, je la joue pendant une step pour activer une des ins de cette carte. Je dis voilà, je joue ça à la place de mon ins sur une fondation ou sur l'attaque. Si je joue cette ins là. Là, je vais la jouer sans qu'il y ait de pile d'ins ouverte. Je vais jouer Go for the Win et faire ce qui est marqué dessus. Ici, on va détruire une fondation. Alors, on va me dire, ah, c'est dommage, parce que d'habitude, on fait en sorte d'en garder. Et en fait, après avoir détruit la fondation, on fait notre check. Si le check passe, donc check 2 plus difficulté s'il y a, on va regarder si notre adversaire a plus de fondations que nous. On s'arrange pour que ce soit le cas. Et dans ce cas, on va build les 2 cartes du dessus de notre pioche, face cachée. Donc on a le droit de les regarder. Ça peut être des attaques, du coup, des actions ou d'autres cartes. Juste, voilà, ça nous fait 2 fondations, parce une carte qui est face down, donc face cachée, dans notre stage, c'est une fondation. On peut l'incliner pour le check, etc. Bon, allez, je vais accélérer le rythme. Alors, une rare. Cheerful Uppercut pour Mina. Hop. Hop. Alors, on s'est spoilé un peu. Alors, Resting Between Abouts. Wire Arrow. Cheerful Maneuver. Training with Gunhead. Ricochet Charge. Avec Gran Torino. Evade and Copy. Forcing Surrender. Oshaku Uraraka avec donc sa troisième forme, donc son troisième type de personnage. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a déjà il y a 3 personnages différents d'Oshako, mais en plus, comme ils ont les domaines qui sont ici qui peuvent varier, voilà, il y a vraiment plein de possibilités de build ce même personnage. Defrosting, qui est une rare, et notre XR pour Mid-Match Advertisement. Alors, en flip, discard one card. Donc, on retourne cette fondation et on défausse une carte. S'il y a 2 ou plus cartes avec le mot tech dans notre carte pool, donc c'est dans notre ligne voilà, où on joue les cartes, on gagne 2 de santé. Hop. Allez, on continue. Bon, on va pas parier sur une aussi bonne ouverture que ce que j'ai eu sur le set 1. Donc chaque Dark Shadow Dive, qu'on a eu en XR en plus donc dans la boîte. Jet Stream Crash, Sharpnel, Cloud Release, First Impression. Alors ici, First Hands, donc toujours, hein, quand c'est First, c'est que ça doit être la première. Donc quand vous jouez une attaque, ça ouvre la hand step. La First Hands, c'est-à-dire que ça va être votre première Hands. Il ne faut pas avoir fait d'autres Hands. En l'occurrence, si vous faites une Hands et que l'adversaire a une First Hands, il peut la faire si c'est bien sa première Hands aussi. Voilà, c'est indépendant de l'adversaire, mais vous, ça doit être votre première si vous la jouez. Une Knife Slice, Any Means Necessary, Drawing in Present Mic. Ah, c'est super. Ça, c'est un perso que j'avais pas. Donc, je suis bien content de l'avoir. Et Hero Killer, j'adore cette
fondation. C'est une réponse remove. Donc remove, c'est bannir. Donc je bannis Hero Killer qui se trouve dans mon stage. Après que mon adversaire a build ou unflip, donc une fondation cachée, il la remet visible. Donc soit quand il remet visible une fondation, soit quand il build une fondation, donc à la fin de ses checks, de sa combat phase, il va build ses fondations. Je remove Hero Killer et je peux remove une des fondations qui a été build ou unflip. Donc c'est excellent pour. Donc c'est du -1, mais ça peut vraiment casser des stratégies chez l'adversaire et c'est génial. Floating Around My Babies, Creeping Vine Eruption. Alors dans ce set, il y a des persos qui sont apparus avec seulement souvent 2 cartes, parce que c'est pour les introduire, avec des cartes tech qui peuvent être jouées à droite à gauche, et petit à petit ils vont être complétés dans les sets suivants. Surviving the Final, Ice Bleeding, Detonation Launcher, Evade and Copy, Successful Sail Pitch, Cavalry, Chariot Advance, Hottest Performance Guaranteed et Cinder Convection. Pardon. Powerful 3, Stun 1, 3-5, un bloc rouge pour 1. Hop. Wire Arrow, Unexpected Hero, Half Out Ignition, Overhead Reversal, Double Blade Slash avec une anse donc qui est liée à Villain, Stun 1 et une anse qui dit que si, ça c'est incroyable, si cette attaque est bloquée, votre prochaine attaque gagne stun 1. Donc je stun 1 et ma prochaine attaque a stun 1. Je trouve ça trop fort. High value target, Endeavor, pareil, un personnage que j'avais pas. Training Knife Strike, Intimidation Presence et notre première UR de ce set, si je ne m'abuse. Ouais. Confident Counter Strike, donc une 4, check 3, plus 1 en orange, donc c'est un très bon bloc. 5 de speed, 4 dégâts, slam, ça a une réponse. Si on bloque avec cette attaque, notre adversaire perd 2 de santé. L'adversaire peut défausser une carte pour annuler cet effet. C'est vachement bien. Parce que soit il va choisir de perdre 2 et du coup vous l'entamez un peu plus, soit ça peut vraiment l'empêcher d'enchaîner ce qu'il comptait faire parce que il va être obligé de perdre une carte. Et sinon, donc si on la joue en attaquant, on peut utiliser son avance qui dit que si notre dernière attaque, donc l'attaque qui a précédé celle-là, a été bloquée, elle gagne 3 damage. Donc ça devient une 5-7. C'est plutôt puissant. Alors bien sûr, vous vous doutez que certains personnages sont plus axés dans la vitesse, d'autres plus dans les dégâts. Vous pouvez vraiment avoir des cartes qui montent en valeur très très haut sur certains builds, sur certains persos. Resting between the bounds, Ward, Careful, Acid Blind, Choosing a Hero Name, Tape Stream, Jab, Emiko Toga. Donc une des méchantes qui est introduite avec Stain dans ce set. Donc une main de 7, 20. Elle a une hand qui dit qu'on perd de 1 de santé. Alors une hand, on peut le faire à chaque hand step, hein, donc à chaque attaque on peut le faire. Notre attaque gagne 1 de speed. Si notre attaque est bloquée, notre adversaire perd 1 de santé. Et notre prochaine attaque gagne 1 de speed. Cet effet ne peut pas donc tuer l'adversaire. Voilà. Puisqu'il y a un effet qui réduit de 1 de santé l'adversaire, là on ne peut pas le tuer avec, comparé à Stain. Et donc il y a une réponse qui dit twice per turn, donc 2 fois par tour, on peut activer cette réponse. Après que notre adversaire a perdu de la santé, donc soit par l'attaque, soit par un effet. Donc avec Himiko, il y a pas mal d'effets qui mettent des petits pings. On gagne 1 de santé, donc on se soigne, on pioche une carte et on défausse 1. Donc il y a un petit effet cyclage et régénération qui est vraiment pas mal. Travel by Tape, Mid-Match Advertisement et une rare Grape Rush. Hop, allez, on continue. Full Power Clash, Shima, Flipping Vine, High Value, Rooftop Vantage. Ah, un deuxième Stain. Leaping Right Hook, une rare Face Shield et une XR
Fighting Spirit. Hop. Allez. Hop. Making a sound. Brutal explosion. Unexpected Zero. Detonation launcher. Training Scanhead. Acid. Test performance. Small and limber. Une deuxième Ico. Et ben, c'est la première fois que j'ai autant de doublons sur les persos. J'ai 2 Stain et 2 Emiko. J'avoue que d'habitude, j'ai pas ces doublons-là sur les persos. Et une UR Giant Bite Detention. Donc pour jouer avec Ectoplasm, qui joue pas mal sur les multi-copies. Il joue avec ses personnages dans le deck notamment. Et dans le prochain set, donc dans le set 3, il a une carte qu'il pourra inclure 8 fois dans son deck. Au lieu de 4. Pour rappel, le playstate d'une carte dans My Hero Academia Card Game, c'est 4 exemplaires d'une carte. Dark Shadow Dive, Surviving the Final, Crippling Vine, Ambush Tactique, Evade and Copy, Copy Harden, Successful Sales, Go for the Win, Drawing, et une deuxième Finishing Blast. Hop. Je vous ferai un meilleur setup pour les prochaines vidéos. Acid Chop, Resting. Izuku Midoriya, donc deuxième perso, puisque comme je vous l'ai dit, dans le set 1, alors, pas dans les boosters, mais dans le starter deck, Rivals deck, il y a le premier Izuku Midoriya. Forcing Surrender, Training Knife, et une UR Acid Kozoran Breach, donc un bloc très sympathique en rouge, 3 de speed, 6 dégâts, ça a un check que 2 du coup. Charge Range Slam, once add 1 momentum to your card pool face down. Donc on choisit un momentum, donc une carte qui s'est rendue au momentum soit par un effet, soit parce qu'une attaque a réussi. On la met face down, donc face cachée dans notre card pool, donc ça va augmenter notre difficulté progressive. Mais cette attaque gagne 2 de speed et 2 dégâts, donc ça devient une 5-8. Ensuite, ajouter la carte dessus de notre deck dans le card pool face down. Donc pareil, on augmente notre difficulté, mais on peut regarder les cartes face down dans notre card pool. Donc, si on en a accumulé plusieurs, on les regarde toutes, et on en ajoute une à notre main. Donc en soi, finalement, on rajoute un et on en récupère une. Donc soit il y en a plusieurs, on a un choix, soit ça nous fait piocher un en haut. Allez, hop. On continue, donc on arrive à la moitié. Challenging the Fakes. Hop là. Piercing Descent. Going out to fight some villain. Ricochet Charge. Money. Friendship. Molday. Tetsu. Fusion. Et Netomonoma en XR, donc 6-26, donc il a des stats classiques 6-6 et bloc 0 orange pour les persos, hein, ils ont tous ces stats là, ou presque. Il y a une réponse une fois par game, donc une fois par partie, après que votre attaque a fait des dommages, donc il faut qu'il y ait une attaque qui passe. On gagne toutes les capacités du personnage adverse, et cette capacité ne peut pas être annulée. Donc en gros, dès que notre première attaque passe, on devient un exemplaire du personnage adverse en termes d'effet. Donc c'est rigolo, c'est assez situationnel, mais ça peut être très très fort, hein. Moi j'ai joué Stain contre ça, j'étais pas hyper heureux, parce que Stain contre Stain, bon, en soi ça se fait, mais voilà, affronter Stain, ça fait pas rire tout le monde. Et puis bah, du coup, surtout, ça nécessite un deck assez polyvalent pour s'adapter à toutes les situations. Donc il enhance, notre attaque gagne un keyword trait. Donc un keyword trait, c'est un keyword blanc. C'est-à-dire que on ne peut pas donner powerful par exemple, mais on peut donner punch, slam. Et en l'occurrence, on peut donner taunt. Et si c'est le cas, si on donne taunt à l'attaque, elle gagne un damage. Voilà pour ce personnage. Hop, donc on a fait la moitié. C'est parti.
Est-ce qu'il y a une SR ou une XSR qui se trouve dans cette deuxième moitié de display? Allez. Dark Shadow Dive, Self Propulsion. Tiens, je crois que c'est la première réponse après qu'une combo Fury ou Powerful Attack a infligé des dommages, on peut ajouter cette carte à notre momentum. Full Power Clash, Knife Slice, Choose Rename, Detonation Launcher, Travel by Tape, Minoru Mineta 2, donc il y en a une première version dans le set 1, Otas Performance, et Taiyaki Fanatic, qui est une réponse qui est vraiment bien. On peut la détruire et on annule une lance sur une asset ou une fondation adverse. Voilà, j'aime bien ce genre d'effet. En tant que joueur des Razers, bien évidemment, annuler les effets, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Allez, on enchaîne. Confused et super, Back Alley Haymaker. Alors, stun 2, on connaît. Hans, draw one card, donc soit on pioche, or build one foundation, donc soit on va mettre dans notre stage, donc on va build, on va construire une fondation de notre défausse qui a une difficulté de 0. Et en plus, comme elle est build, elle arrive face up, donc avec ses effets, et elle n'est pas inclinée. Elle arrive redressée. On peut tout de suite l'utiliser. Et ça, c'est vraiment un effet qui est fort. Ah oui, et il y a X2. Alors, X2, c'est comme Powerful, on va défausser des momentum, sauf qu'au lieu d'augmenter les damage, on va augmenter le speed. Donc ici, je défausse 2 momentum, je gagne 4 de speed. Et ainsi de suite. Hop. Battle Result, False Ignition, Ambush, Acid, Ling Interview, Sharpnel Cloud Release, Hitoshi Shinzo, qui a une first form qui joue sur les directions d'attaque. Donc la première chose qu'on fait dans notre tour, c'est on nomme une zone, donc soit haute, soit mid, soit low, et toutes nos attaques qui sont dans cette zone, ce tour, ont plus de speed. Donc en gros, on dit à notre adversaire un peu comment on va jouer, mais si on peut enchaîner beaucoup d'attaques dans cette zone, on va être assez rapide. Et une rare Tetsu Tetsu Fist avec Powerful 3 et une ounce limitée à Tetsu Tetsu. Hop. Allez. Punch. Netgun Surprise, excellente carte. Donc une difficulté 4, donc c'est pas trop haut. Ça a un bloc 2, alors c'est assez important à prendre en compte parce que bon, ça reste correct en mid. Bon, en attaque, c'est une stun 2, mais c'est surtout ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'elle a aussi une réponse card pool. Donc quand elle est dans notre card pool, et c'est en défense. C'est-à-dire que si je la joue pour bloquer une attaque, à la prochaine attaque, je vais pouvoir utiliser son effet. Je vais la remove, donc je vais la bannir du card pool. Donc en gros, elle n'augmente pas la difficulté de bloc puisqu'elle ne sera plus dans mon card pool. Et je réduis l'attaque du rival à 1 de speed. Donc vachement bien, on va dire, comme concept. C'est une carte qui peut être très offensive avec son stun 2, même si elle n'est pas très rapide de base, et en même temps qui peut être excellente en défense. Mina 2, Mina 2, je vais en profiter pour faire un point sur sa capacité passive. Elle dit que les cartes face down dans votre carte pool ne comptent pas dans la difficulté progressive. C'est pour ça qu'en fait, les cartes de Mina permettent de placer des cartes face down dans le card pool, parce qu'en fait, si vous jouez ce personnage, bah, ça augmente pas de votre difficulté et vous pouvez bénéficier pleinement de vos effets.
Small and limber et New Training Method, une super fondation. Alors il y a un check 4, donc c'est un truc à prendre en compte parce que bah, forcément c'est moins bien qu'un 5 pour faire passer aux autres cartes. Mais elle a deux réponses qui sont particulièrement efficaces. Euh, Après que vous l'avez build, donc vous passez votre check, et quand vous arrêtez, elle vient dans votre stage, donc elle est build, vous allez pouvoir build une fondation depuis votre main inclinée. C'est-à-dire que bah, plutôt que de prendre le risque de passer un check de plus, vous pouvez attendre que celle-là elle arrive là, à la fin de votre tour, et mettre une fondation directement depuis votre main. Juste, elle sera inclinée, donc vous ne pourrez pas l'utiliser tout de suite, théoriquement, mais c'est gratuit et ça fait une fondation de plus. Elle a une seconde réponse, elle se commit et se flip, donc ça peut paraître cher, mais après que vous avez check une fondation, vous pouvez la récupérer dans votre main. Et ça peut être vachement bien en défense. Vous bloquez, vous faites un check, non seulement vous bloquez l'attaque si c'est réussi, mais en plus vous récupérez la fondation et potentiellement elle peut vous servir à bloquer une prochaine attaque. Donc non, c'est une excellente fondation et c'est qu'une rare. Euh, Si vous jouez en vie, en bon ou en fer, c'est une carte qu'il faut penser vraiment à inclure. En tout cas, il faut vraiment l'envisager pour build vos cartes gratuitement. Hop. Allez, on continue. Hop. Interview, Destination Launcher, First Impression, Cavalry et Dabi. Dabi, personnage que je n'avais pas non plus. 28-6. Une fois par tour, une fois par partie, pardon, on peut bannir 10 fondations depuis notre défausse. Notre attaque gagne 8 dégâts et gagne throw, donc perçant, donc le fait d'infliger la moitié des dégâts, même si elle est complètement bloquée. Notre adversaire peut détruire toutes ses fondations ready pour annuler cet effet. Alors cet effet peut être annulé, mais sur la première attaque d'un tour où l'adversaire a gardé plein de fondations redressées pour défendre, vraiment ça peut être très très violent. First Lance, donc si c'est la première lance de lance step qu'on fait, donc à chaque lance step, donc chaque attaque, on peut dire que notre prochaine attaque a plus 3 dégâts. Donc c'est-à-dire que première attaque, la première chose que je fais, je dis ma deuxième attaque, elle va faire plus 3 dégâts. Deuxième first stance, donc il ne peut pas faire les deux, il faudra forcément choisir l'une des deux. Mais là, il dit your attack, donc celle qu'on est en train de jouer, gagne un speed et un damage. Donc soit plus 3 pour la prochaine, soit plus 1 pour celle qui est au-dessus. Sans compter toutes les additions qu'on peut se procurer. Enemies Necessary et Ready, Set, Go en rare. C'est une carte que j'avais pas du tout eu dans mon premier display Crimson Rampage. Donc une action avec un bloc rouge 1, 4, 5, qui est une forme, on la joue, on la bannit, on pioche un. Ça paraît pas incroyable. En fait, c'est plus, on va dire, une alternative parce qu'on veut principalement la jouer en réponse et on essaye de l'avoir tout de suite dans la partie, souvent suite au premier tour adverse. Parce que quand on dit la réponse, c'est après que notre adversaire a joué sa quatrième fondation ce tour, donc dans un tour, s'il a fait 4 fondations, on peut jouer cette action en réponse et on va build 2 fondations de notre main. Et du coup, c'est plutôt très sympathique, puisque bah, de toute façon, à notre prochain tour, on va piocher pour compléter notre main. Et surtout, ça nous met pour un seul check 2 fondations en jeu. Donc, bien content d'en avoir récupéré une des fois que j'en ai besoin dans un futur build. Pour l'instant, j'ai pas build dans ces domaines, donc ça m'a pas fait défaut. Mais si à l'avenir j'envisage de jouer en terre, en vie ou en air, hop. Alors, Battle Resolve, Acid Shot, Rooftop Vantage, Ricochet Charge, Ball Day, Hellframe Javelin, un Go for the Win et une UR Advisor Impact Cyclone avec Combo Fury, Powerful 3, une 3-6 quand même. Combo Hunt, on ajoute la carte du dessus de notre deck à notre momentum, donc ça nous permet de nous faire au moins une fois le Powerful 3. Si on combo en Fury, et Hunt, on détruit une fondation. Donc ça c'est vraiment assez typique de Bakugo de se détruire ses fondations pour activer des effets. On pioche une carte pour chacune de nos cartes dans notre momentum. Donc en gros, grâce à sa combo Hunt, on peut péter une fondation pour piocher un. Et si on a d'autres fondations, d'autres cartes dans le momentum, et ben, on peut piocher beaucoup plus.
Ambush Tactique, Extreme Crash, Chip, Tape, String Jam, un Grand Torino. Alors j'ai déjà monté un Grand Torino, pas facile à maîtriser, je cherche encore à affiner le deck pour qu'il me plaise, mais j'aime bien la mécanique. Mais j'ai du mal encore à le doser sur ces tours, je ne sais pas encore s'il faut vraiment agresser ou s'il faut se limiter à une ou deux attaques par tour. Alors, une R, Final Exam Gut Shot, une 3-6 Flash. Alors, Flash, c'est un mot-clé bleu qui dit qu'en gros, il n'y a pas d'un step. On la joue et on passe direct au bloc. Alors, souvent, les Flash, elles ont une petite réponse qui dit après qu'on a joué cette attaque, on défausse le top 8 des cartes adverses. Donc, je la joue. Je te dis, il n'y a pas d'un step. Par contre, avant tout, tu vas défausser les 8 cartes de dessus de ton deck. Et une fois que c'est fait, tu bloques. Donc, j'ai que 3 de speed. Mais si ça passe, je fais 6 dégâts. Et XR de Detonation Launcher. Challenging the Fakes. Je crois que je me suis spoilé. Piercing Descent, Going Out Fight Some Villain, Sharpnel, Zoom, Override Reversal, Small and Limber, Go for the Win, Anta 02, donc il y a un premier Anta dans le set 1. Et la SR Dropkick Slicer, j'adore cette carte, donc c'est celle que j'ai eue dans mon premier Crimson Rampage. Je suis très content de la récupérer parce que j'en ai besoin d'autres pour d'autres decks autres que Stain, parce que je vais trouver plein d'utilités. Et vraiment, c'est une carte que j'adore. Bloc jaune, plus 1, donc très bas, donc c'est très agréable. 4 rouges pour 5 dégâts, donc c'est très correct pour une attaque. Un check 5 assez classique, enfin une difficulté 5 assez classique pour une attaque. Par contre, un check 1, alors ça peut être très punitif. Donc vraiment, quand on la joue, faut qu'on le prenne en compte. Bon, moi, j'ai pas peur, hein, je l'utilise. Elle est tellement rentable que bah, je prends le risque. Kick Weapon, donc bien sûr, ça combo avec Stain. On peut lui donner un speed et faire un dégât de plus. Elle a une petite capacité passive qui dit que si on a 10 de santé ou moins, cette carte a moins de difficulté. Donc c'est une difficulté 4 si on est déjà bien entamé et qu'elle arrive un peu tard dans la partie. Si elle arrive tôt, on peut toujours la jouer pour 5, hein, c'est pas grave. Mais voilà. Si elle arrive plus tard, on a un petit bonus si on s'est fait trop ouvrir en début de partie. Et elle a ce que je trouve incroyable. On va révéler les 3 premières cartes de notre deck. Toutes nos attaques révélées vont dans notre main, donc ça permet derrière d'enchaîner les attaques. On défausse les cartes qu'on n'a pas récupérées, donc toutes les autres cartes qui n'étaient pas des attaques. Et notre adversaire va perdre 1 de santé pour chaque carte défaussée. Donc on peut lui faire perdre jusqu'à 3 si on n'a pas récupéré d'attaque. Alors on ne peut pas tuer notre adversaire avec cet effet. Mais ça veut dire que potentiellement on l'entame, et surtout ça veut dire que si notre adversaire n'avait pas encore pris de dégâts sur le tour, si c'est notre toute première attaque de la partie, ça va donner la possibilité de jouer la réponse de Stain tout de suite. Donc c'est vraiment trop fort. Hop. Allez, on arrive vers la fin. Ah, un Rebound Sidekick, c'est une petite flash que j'aime bien. Donc il y a des cartes de certains personnages qui disent que lorsqu'elles vont dans le momentum, alors quand on met une carte dans le momentum, on la met face cachée et on n'a plus le droit de les regarder, les cartes dans le momentum. Il y a certaines cartes qui disent que quand elles vont dans le momentum, elles y vont face up, donc face visible, et donc elles ont des 1 dans le momentum, comme ici on voit, c'est précisé où elles s'activent, c'est dans le momentum, et, euh, et du coup, c'est assez sympa parce que ça nous donne des effets dans le momentum euh, pour, comme des ressources supplémentaires, parce que si l'adversaire n'a pas de capacité qui touche au momentum, c'est des cartes qui sont très safe, qui sont très à l'abri. En l'occurrence, ici, on va la remettre dans notre carte pool. Ça peut donner soit plus de d'attaque à notre attaque, soit moins de d'attaque à l'attaque adverse. Ça permet bien de survivre. Et donc, elle a une réponse. Donc, c'est une 3-4, flash, pas danse. Est-ce que tu veux bloquer? Si jamais l'adversaire bloque cette attaque, on la met dans le momentum. Donc, en gros, s'il prend des dégâts, elle ira dans le momentum à la fin du tour. S'il la bloque, elle y va tout de suite. Donc, dans tous les cas, on aura cette carte à disposition, son avance. C'est une petite rare, mais elle paye pas de mine et je fais des bonnes surprises. Je trouve ça très bien.
Hop. Allez, Unexpected Hero of Guard, Self-Production, Copy Harden, Training, Method, Knife Slice, Nato Monoma, qu'on a eu en XR, Successful Startup Pitch et Sinister Parization. J'en avais qu'une. Alors là, il faut commencer à faire des choix parce que entre la SR et celle-là qui a un check 2, on peut pas tout mettre. Hein, mais une 3-6 qui a une combo weapon qui dit que si notre adversaire check un 5 pour bloquer cette attaque, il doit recheck. Donc s'il réussit un check à 5 ou plus, parce que c'est ou plus, donc s'il fait un check 6, on dit non, ça marche pas, tu recheck pour bloquer. Ça, c'est trop bien. Et ensuite, si notre adversaire a déjà pris des dégâts sur cette partie, on peut seal un asset, donc les cartes vertes, les objets, ou une fondation. Seal, ça veut dire que on dit cette carte, elle a plus ses effets pour le tour. Donc c'est assez sympathique d'anticiper les hands que l'adversaire pourrait faire pour nous empêcher de passer et dire ça tu le fais pas pour que mon attaque et en plus derrière tu vas galérer à bloquer plus le speed du personnage et le dégât bonus. C'est une carte que je trouve très très bien, que j'ai pas forcément en main parce que je joue les SR, mais vraiment balèze aussi. Une interview, Sharpnel, Ice Gliding, Katsuki Bakugo 2, Hans, on détruit une fondation, notre Fury Attack gagne 2 de speed et 2 à sa Powerful Rating. Donc en gros, une attaque qui a Powerful, on lui fait plus 2 à son Powerful, et ensuite on activera son Powerful en défaussant des Momentum. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Réponse une fois par tour, après avoir joué une Combo Ability, notre adversaire flip de Ready Foundation. Ça, c'est vraiment affreux à affronter. Si on arrive à enchaîner les combos, l'autre il dit écoute, tout ce qui est prêt là, donc toutes les actions, les fondations redressées, tu les mets face down et du coup t'as plus tes effets. Donc on commence à calculer, à se dire attends mais c'est là je vais l'incliner, est-ce que je veux pas qu'il me la flip. Struggling with Studies et une ultra rare Zero Gravity Barrier. Check 1 en orange, donc c'est un super bon check. Si sa attaque va dans le momentum face up, il y a pas mal de cartes pour Ochako qui vont face up dans le momentum. On peut donc en avance la remove du momentum, défausser un momentum, donc il nous faut 2 momentum, et ajouter l'attaque, donc ça c'est une avance de défense, l'attaque adverse dans son momentum. Puis il peut piocher une carte. Clairement ça annule une attaque. Ça met pas fin par contre à la combat phase adverse, mais pour 2 momentum, ça peut sauver des vies. Et sinon, elle a une enhance qui permet d'inverser le speed et les damages de cette attaque-là. Donc c'est une 3-6, donc on peut passer en 6-3. Et si on a eu des modifications d'attaque et de défense avant, et voilà, on peut switcher les deux en donnant du coup l'avantage à l'un. Puis derrière, envoyer une attaque qui passe de manière très honnête. Hop. Le dernier booster pour cette opening de Prism Rampage. Challenging the fakes, falling Sorcerer Kick, floating around my babies, double blade slash, manly friendship, une fois par tour, cette attaque prend plus 1 dégât ou moins 1 dégât. Donc pendant le tour, on peut faire une fois plus 1 dégât sur une attaque, pendant le tour allié, moins 1. C'est plutôt honnête. Net Gun Surprise, Hellframe Javelin, Forcing Surrender, Mid-Match Advertisement, et on finit sur une rare Reveal at his Masterpiece, un bloc de orange, check 2, 5-2, check, enfin difficulté 2, pardon. Ainsi, donc pendant notre tour, on peut défausser la carte du dessus de notre deck et notre attaque gagne plus 1 de dégâts. Donc chaque attaque, on peut meuler de 1 pour faire plus 1 dégât une fois. Et on a une forme pour Endeavor ou Todoroki, en fonction de qui on joue. On peut remove, donc on bannit Reveal at his Masterpiece. Et si on a 10 ou moins de cartes dans notre deck, donc vous avez vu, on se meule pas mal de cartes pour activer les effets. Donc si à un moment on est à 10 ou moins, on peut piocher 2.
Donc, pour rappel, on ne perd pas directement à la meule. Si jamais on n'a plus de cartes dans le deck, on remélange la défausse pour faire un deck. On va se bannir les 10 premières cartes et on continue à jouer avec ce qui nous reste. Si on ne peut pas faire cette manipulation, là on a perdu. Mais du coup, on peut faire tourner 2-3 fois le deck en fonction de sa taille. Donc, c'est pas aberrant non plus quand on a 10 cartes de piocher 2. Faudra juste bien le calculer en termes de timing, mais ça se fait. Voilà pour cette ouverture. Bah, je suis plutôt content parce que bah, la SR est tombée. Il y a des cartes que j'avais pas qui sont tombées, il y a des cartes que je cherchais qui sont tombées. Donc non, non, c'est une bonne boîte quand même. Moins incroyable bien sûr que le 7.1 parce que bah, la XSR, ça fait tout concrètement. Plus la même SR dans le même display, c'était incroyable. Mais je suis très content voilà, de ce petit opening. Je vous souhaite, en ouvrant vos boosters, d'avoir eu autant de chance que moi. Et puis bah, j'espère vous rencontrer du coup en remote principalement, hein, parce que pour l'instant c'est sur Discord qu'on joue. Euh, on n'est pas assez nombreux, et puis le jeu n'ayant pas encore sa version française, forcément c'est plus compliqué de trouver des adversaires IRL. Mais bientôt, hein, je compte sur vous. Procurez-vous vos cartes. Bon, si l'anglais vous gêne, attendez la VF, elle va arriver. Si l'anglais vous gêne pas, en soi, il n'est pas si compliqué que ça, hein, l'anglais de My Hero Academia. Euh, voilà. N'hésitez pas à vous lancer. Les cartes qui ont un peu de rareté sont super cool en termes de design. Le foil rend super bien, que ce soit sur les XR ou sur les cartes, on va dire, classiques. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout avec moi. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et au plaisir. Allez, amusez-vous bien.